Bonsoir et bienvenue à tous à votre émission Parlons ensemble, votre émission en multidiffusion sur les réseaux sociaux. Votre émission Parlons ensemble est l'émission du député Patrice Anato. Vous avez fait remonter pas mal de problématiques ces derniers mois et nous avons écouté vos doléances pour vous présenter cette émission sur la thématique du numérique et de l'enseignement, les défis d'aujourd'hui et de demain. Sans plus attendre, je vais donc présenter votre député Patrice Anato qui arrive dans un instant. Patrice, bonsoir. Ah, je crois que votre micro est coupé. Bonsoir Nourdine. Bon, Patrice, avant de vous laisser la parole, je vais quand même un peu vous présenter. Donc, vous êtes député de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi membre de la commission des finances, membre de la commission des affaires européennes et surtout le coprésident du groupe d'études économiques avec l'Afrique. Patrice, vous êtes aussi porteur d'un projet depuis que vous êtes député. Je sais que vous êtes très intéressé par le numérique et je pense que d'ailleurs c'est un peu la raison de cette première émission sur cette thématique, c'est parce que vous êtes vraiment très fédérateur autour du sujet. Parlez-moi un peu du numérique, s'il vous plaît. Merci Nourdine. Effectivement, comme tu viens de le dire, le numérique est un sujet qui est très important, surtout en ces temps où nous avons pu voir quelles sont les difficultés à travailler à distance, à enseigner les élèves à distance et aussi bien sûr à commander un repas, à faire ses courses dans la supérette d'à côté. Avec le confinement, on a été obligé d'utiliser encore plus les outils numériques pour faire des visioconférences. Les réunions à l'Assemblée nationale et autres séances se sont aussi passées beaucoup par le numérique. Aujourd'hui, c'est vrai que le numérique est aussi le moyen de pouvoir s'insérer professionnellement dans les métiers du futur, raison pour laquelle je travaille actuellement activement sur un sujet du numérique dans la Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis et au-delà. Donc, c'est ce que je peux dire en introduction sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ben, merci Patrice et ce soir on a des invités qui nous rejoignent pour parler justement de cette thématique et on les remercie et c'est parti pour nos invités. Bonsoir Christine, bonsoir Azouz. Bonsoir. Écoutez, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur cette émission autour de cette formidable thématique qui, je pense, a été au centre de cette crise Covid. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Christine. Je vous en prie, Christine. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de participer à cette émission. Je suis en fait professeure à l'Institut Mines-Télécom Business School. L'Institut Mines-Télécom Business School, c'est quasiment la seule école de commerce en France qui est extrêmement inclusive. On recrute des étudiants donc pour des parcours de management, mais tournés vers les technologies. Et on a des parcours vraiment très, très intéressants pour des jeunes aujourd'hui. Alors, je dirige aussi une chaire qui s'appelle Good in Tech, ça peu importe, mais simplement, le sujet de cette chaire, c'est un partenariat entre l'Institut Mines-Télécom et un autre institut qui s'appelle Sciences Po, et on travaille sur les technologies responsables. Donc, on travaille sur comment on peut vraiment développer l'innovation, mais avec un impact positif et en limitant les impacts négatifs. Voilà. Et par ailleurs, j'ai fait partie de beaucoup de commissions, en particulier le Conseil national du numérique pendant 3 ans. Et j'ai beaucoup travaillé historiquement sur les questions de fracture numérique, sur les questions d'éducation numérique, qui est le sujet de ce soir. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Christine. Je vais laisser la parole à Azouz. Bonsoir. Donc moi, je suis Azouz Manayi. Je suis président fondateur de l'organisme de formation Digifab. Digifab, c'est un centre qui forme au métier du numérique. Donc, on a axé sur 3 domaines particulièrement, le domaine du web, de la data et également de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un centre de formation qui existe depuis bientôt 3 ans
qui est située dans 3 villes de France, Besançon, où est le siège social, Annemasse, et puis également au Havre, en Normandie. Et combien d'élèves vous êtes en train de former actuellement? Alors, on a des sessions de 16 stagiaires sur des formations diplômantes qui durent 6 mois avec une période de stage intensif. Donc, on accueille essentiellement des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont débutantes en informatique. C'est un défi pour nous. L'objectif, c'est vraiment de démontrer que les métiers de l'informatique, c'est pas réservé à des bacs plus 5 en maths et puis des personnes qui sont vraiment très qualifiées. On essaye de travailler avec 30% minimum de jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires. Et puis, on essaye aussi de toucher énormément les femmes qui sont sous-représentées dans les domaines, dans les métiers de l'informatique. Bah, écoutez, merci de cette présentation. Ce que je vous propose, c'est que on va vous laisser le temps d'avoir une petite tribune sur le sujet. C'est parti, on va faire la petite transition. On revient pour cette partie tribune. On va laisser l'honneur à Christine de nous parler justement du numérique et de l'enseignement. Mais avant ça, si vous le permettez, j'ai envie un peu de vous introduire le sujet parce que la crise sanitaire, ça a été vraiment le dommage collatéral pour la partie enseignement. Le numérique a pris le relais, mais on a bien vu qu'aujourd'hui, l'éducation à la maison, elle a ses limites. Elle a ses limites, premièrement, par rapport aux parents qui vont enseigner à la maison. Et vous savez qu'avec le télétravail, ça a été très compliqué, mais aussi par rapport aux outils, puisque pas tous les enfants n'étaient dotés d'outils, qu'ils soient en termes de flux, Internet, ou en termes d'ordinateur, matériel physique, du hardware. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que cette phase du numérique va nous permettre de nous poser les bonnes questions? Et vous, nos invités aujourd'hui, qui nous faites l'honneur de répondre à cette question-là, et en commençant par Christine. Christine, pour vous, le numérique et l'enseignement sur cette phase Covid, comment ça s'est passé? Alors moi, je pense qu'on n'avait jamais vu ça. Hein. D'abord, c'est évidemment un constat réel. On a dû switcher vraiment, excusez-moi l'anglicisme, mais très rapidement et de manière massive vers un enseignement à distance, que ce soit à l'école primaire, secondaire, comme dans le domaine de l'enseignement supérieur, par exemple, avec nos étudiants. Et donc, je crois qu'il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits en France pour faire ce passage. Dans les écoles, il y a eu un effort considérable et dans les lycées-collèges des enseignants. Hein, il faut savoir quand même que les enseignants n'avaient pas tous des ordinateurs, n'avaient pas tous des équipements prévus pour faire de l'enseignement à distance. Eh bien, on s'est débrouillé, on a fait ça. Dans l'enseignement supérieur, de la même manière, il a fallu vraiment transformer du jour au lendemain l'enseignement vers de l'enseignement à distance. Je prends l'exemple à l'Institut Mines Télécom. Alors, on a en tout, l'Institut Mines Télécom, au global, c'est 16 000 étudiants. Hein, donc, c'est beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et à l'Institut Mines Télécom Business School, on a beaucoup de jeunes aussi issus de quartiers, enfin, issus qui ne sont pas tous équipés d'ordinateurs hein, eux-mêmes ou qui ont des vieux ordinateurs. Et donc, très vite, ces questions d'équipement se sont posées. Mais quand même, on a vraiment, dès quasiment le mois de juin l'an dernier, mai-juin, transformer l'enseignement à distance. Donc, moi, je crois qu'il faut saluer ça, que tout le monde s'y est mis plus ou moins rapidement, mais en tout cas, il y a eu une continuité pédagogique. Alors ça, c'est le côté positif. On sait qu'il y a des freins, évidemment, à cet enseignement à distance. Vous en avez évoqué plusieurs. Je dirais le premier vraiment frein, c'est toujours cette vieille question, je n'aime pas le terme, on y reviendra tout à l'heure, de fracture numérique, mais d'équipement. Voilà, pour avoir un bon enseignement à distance, il faut quand même une bonne connexion, même si en France, je dirais, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Il y a des endroits encore où on n'est pas très bien connecté. Il y a ensuite la question de l'équipement, bien sûr. Tous les jeunes, encore une fois, n'ont pas forcément d'ordinateur. Mais là, je ferai un petit bémol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, hein, eh bien, on peut tout à fait suivre un enseignement à distance et donc il faut relativiser un peu cette question de l'équipement par ordinateur.
Et puis, indépendamment je dirais, la question de l'équipement, il y a aussi la question du lieu dans lequel on se trouve pour apprendre. Hein. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans un endroit où il y a plusieurs personnes, dans un petit appartement ou une surface où on ne peut pas trouver un endroit pour être au calme, etc., cet enseignement à distance est beaucoup plus compliqué. Et donc, le bilan, c'est que moi, il me semble que cette dernière année a permis quand même ce passage de l'enseignement à distance et qu'on peut en tirer tout un tas entre guillemets, de best practice et de points d'amélioration. Les points d'amélioration, c'est effectivement comment on trouve des solutions ou on apporte des solutions à des jeunes ou à des foyers qui ne sont pas connectés ou qui n'ont pas d'ordinateur. Donc, je sais que, par exemple, dans certains endroits, et ça, c'était fait par la Poste, il y avait un système qui permettait à des élèves d'envoyer leurs copies par la Poste les scannait et scanner l'évaluation et leur renvoyer l'évaluation. Alors évidemment, on est loin du temps rapide du numérique, mais il faut quand même trouver une solution toujours à ceux qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas forcément d'équipement. Et puis ensuite, donc, je pense qu'il faut aussi des infrastructures. Alors, dans le cadre du scolaire, il y a eu Pronote aussi, hein, qui a été propagé et diffusé un peu. Alors, Pronote, qu'est-ce que c'est? C'est juste une interface qui permet et aux élèves et aux parents de recevoir les devoirs à faire, d'avoir un planning. Et donc, ces interfaces sont quand même évidemment très pertinentes dans le cadre d'un enseignement à distance. Et enfin, je pense que, et ça a été moins fait dans la période passée, peut-être, c'est là où on peut progresser, c'est quand on fait de l'enseignement à distance, on doit changer les modes pédagogiques. Et c'est très difficile, ça prend du temps. Alors, nous, évidemment, à l'Institut Mines Télécom, on est dans ce fameux institut télécom, hein, donc on est un peu habitué aux technologies, à gérer tout ça. Et avant même le mois de mai, depuis 3-4 mois, on a tous travaillé sur comment on peut changer vis-à-vis de nos étudiants la pédagogie. Donc, par exemple, moi, plutôt que de faire des cours, évidemment, de 3 heures que je me suis mis à faire à distance, j'ai complètement transformé mon cours. C'est plus du tout un cours magistral, c'est totalement interactif, avec des évaluations, avec des modes, par exemple, utilisant des téléphones portables, qui permettent de faire des petits jeux pour évaluer si les étudiants ont bien compris les concepts. Donc, on va avoir des systèmes pédagogiques tout à fait différents. On peut avoir des classes inversées où les élèves font un travail avant de se retrouver à distance. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de modes de ce type. Et je crois que, encore une fois, on peut apprendre beaucoup du passé et on a encore à progresser probablement sur ces modes pédagogiques à venir. Mais je crois que tout le monde était quand même assez motivé à passer à cet enseignement à distance. Certains l'ont vécu plus difficilement que d'autres, que ce soit côté je dirais des professeurs comme côté des élèves, mais finalement, je pense qu'au final, après un an, je trouve que l'expérience est vraiment très très positive. Avez-vous, je rebondis en fait sur votre tribune, avez-vous utilisé des outils particuliers nouveaux que vous avez implémentés dans votre enseignement ou peut-être des collègues que vous avez vus en difficulté sur un outil que vous utilisiez? Est-ce qu'il y a eu des formations en interne des professeurs? Comment ça s'est passé justement dans les mines télécom pour appréhender ce passage-là qui a été violent, hein, disons-le, du jour au lendemain, on n'a pas eu le temps de se préparer. Comment vous avez pu justement vous adapter? Attention, votre micro est fermé. Hein. Oui, alors comme je le disais, le premier confinement, c'était au mois de mars 2020. Et entre le mois de mars et le mois de mai, je dirais, on a tout de suite mis en place des formations pour nous, des formations internes. Donc, des formations sur des outils, des formations beaucoup sur des modes pédagogiques aussi. Et je crois que c'est vraiment important.
Et ce qui fait qu'on a travaillé tous nos cours pour la fin de l'année et surtout le début d'année d'après, c'est-à-dire septembre dernier, où là, on était prêts vraiment à enseigner à distance avec des modes pédagogiques nouveaux. On a tous revu nos cours différemment pour apprendre différemment. Et nos étudiants, il se trouve que dans l'enseignement supérieur, ils nous évaluent aussi. On a des questionnaires qu'on leur fait passer après les cours. Et ils étaient très satisfaits de ces changements. Bon, en revanche, le problème, c'est que du coup, ils avaient beaucoup de travail de tous les professeurs et il a fallu un peu donc harmoniser le travail qui était fourni aux étudiants. Mais globalement, on a eu beaucoup de formations et c'était très pertinent. D'ailleurs, c'était très intéressant pour nous parce que ça nous a fait aussi évoluer, je dirais, sur le sujet. Donc, ce que ça a pris, c'est face à une crise de ce type, quand on a besoin de changer nos modes de pratique, il faut tout de suite regarder les pratiques diverses. Alors, les outils en question, c'est quoi? C'est Kahoot, par exemple. Donc, c'est des petites applications sur mobile où on peut poser des questionnaires d'évaluation aux étudiants. Moi, j'utilise beaucoup de vidéos, donc sur YouTube. On en parlera tout à l'heure, mais YouTube, c'est une mine sur laquelle on peut envoyer les étudiants regarder des vidéos et les faire réagir ensuite. Il y a beaucoup de contenus sur Internet. Alors évidemment, il y a des contenus qu'il faut sélectionner parce que tout n'est pas à prendre sur Internet, mais en tout cas, on peut demander à des élèves d'aller regarder un certain contenu. Ça, c'est la classe inversée qui est très efficace à distance. Ils préparent un cours et ensuite, donc ça de manière individuelle, on les retrouve dans un moment de classe ensemble où on interagit et en termes d'apprentissage, c'est extrêmement efficace et même plus efficace qu'un cours magistral. Donc tout ça, ça se travaille. Donc en fait, ça, c'est vraiment les nouvelles méthodes que vous avez pu implémenter pour mettre à l'aise les élèves. Mais j'en profite justement pour donner la parole à Azouz sur sa tribune. Comme ça, on va rebondir et on va vite rentrer dans le débat parce que je sens qu'on a tous envie là, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Azouz, comment s'est passée justement cette période de transition enseignement et numérique chez vous à Digifab? Alors nous, en tant que centre de formation pour adultes, c'était assez simple. Et en plus, on fait des formations qui sont dans le domaine du numérique. Donc on a l'habitude, on est assez à l'aise avec ces outils de classe virtuelle ou de communication ou de drive qui permet de partager les fichiers. Donc nous, on utilise un outil qui s'appelle Discord, qui est gratuit, qui est assez simple, qui est facile d'utilisation. On va dire qu'on l'a un petit peu hacké, cet outil, parce que son utilisation principale, elle était destinée essentiellement aux gamers, les passionnés de jeux vidéo qui jouent en direct et puis partagent des informations. Et donc, on s'est rendu compte que c'est un outil qui se porte très bien et puis qui est très efficace pour la formation en ligne. Et puis, le Drive également, le Drive pour partager des fichiers, etc. Donc, comme je vous disais, ça reste quand même une habitude chez nous de fonctionner comme ça, ce qui fait qu'en tant qu'organisme de formation, on n'a pas eu trop de soucis pour pouvoir s'adapter très, très rapidement. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Christelle par rapport aux enfants, en fait, au collège et puis au lycée. Parce que moi, j'ai travaillé auparavant au rectorat de Paris et puis je connais un petit peu le service de la formation des enseignants auquel j'étais rattaché pendant 7 ans. Puis je sais qu'il y a un gros souci quand même par rapport à la formation des enseignants. Et puis ça reste aussi un point essentiel pour lutter contre la fracture du numérique, dans le sens où il faut savoir que la formation des enseignants, même si elle est assez vaste, puis elle est gérée par le rectorat, par les académies, elle est au bon vouloir des enseignants. Et ce qui fait qu'on a des différences de niveau de compétences au numérique des enseignants. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi parfois on a des profs de techno qui arrivent à faire des cours en ligne, qui parfois créent eux-mêmes leur site internet ou leur chaîne YouTube avec des contenus qui sont assez riches. Et puis d'autres enseignants, on sent qu'ils ont une compétence en numérique qui sont un peu plus faibles. Donc, ce souci, en fait, c'est vu que la formation n'est pas imposée par les académies, on sent en fait quelques décalages par rapport aux compétences des enseignants. Et je pars du principe qu'à partir du moment où on ne maîtrise pas ces outils, on ne peut pas aussi les utiliser efficacement avec ses élèves et créer des supports pédagogiques efficaces. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à retravailler à ce niveau-là. Et voilà, ça c'est vraiment au niveau du collège, du second degré, etc. Mais au premier degré, on a pu voir aussi
des choses positives, comme par exemple l'enseignement du codage, qui fait partie du programme de l'éducation nationale. Moi-même, j'ai donné des cours de code dans la classe de ma fille lorsqu'elle était en primaire. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on se rend compte que finalement, le codage, même si c'est pas forcément un métier plus tard, on n'est pas voués tous à être des codeurs, des développeurs. Quoi qu'il en soit, connaître cet aspect-là, connaître la logique de l'algorithmie, etc., ça peut être un bien. Ça peut être un bien parce que on se rend compte que maintenant, tous les domaines d'activité sont liés à l'informatique. Je sais pas moi, tous les domaines d'activité ont besoin de créer leur propre site internet, ont besoin de maîtriser ces outils-là. Donc forcément, si on démarre dès le début par l'enseignement de l'informatique dès le primaire, on comblera un retard évident. Merci, merci Azouz, d'avoir pris position par rapport à DIFAB et nous avoir partagé en tout cas votre expérience. Mon cher député Patrice, vous avez aussi vécu cette fracture numérique et à l'Assemblée nationale, vous avez aussi agi pour faire en sorte de diminuer l'impact, en tout cas sur l'enseignement, entre autres. Qu'avez-vous justement à nous dire sur le numérique et l'enseignement? Très bien, merci Nourdine. Effectivement, cette crise a poussé aussi les députés, et les sénateurs et je crois quasiment tout le monde à utiliser de plus en plus les outils numériques. Et nous, à l'Assemblée nationale, on a eu très vite à passer une partie de nos séances en commission ou groupe de travail sur des outils comme Zoom ou Google Meet. Et cela a permis quand même de maintenir l'activité parlementaire et de continuer à débattre sur les sujets qui sont les nôtres. Au-delà de ça, c'est vrai que cette période de Covid depuis janvier 2020 ou même depuis novembre 2019 jusqu'à ce jour a exacerbé clairement les inégalités, surtout dans les quartiers populaires, dans les quartier de la politique de la ville. En Seine-Saint-Denis, vous savez que ce département est un département assez sinistré. Nous avons près de 63 quartiers classés QPV et donc cela s'est vraiment ressenti dans ce département en ce qui concerne l'enseignement à distance. Le confinement a complètement chamboulé un peu l'habitude des familles. Les familles les plus modestes, c'est plutôt la présence à l'école des enfants qui les aide à pouvoir donner la chance à leurs enfants de poursuivre leurs études. Mais maintenant, avec cette crise, ces enfants sont confinés à la maison. Les parents les plus modestes, pour la plupart, n'ont pas la possibilité ou la capacité de les accompagner, même s'ils disposaient des outils et de la connexion. Ça, c'est un fait. Et aussi, il faut remarquer que certaines familles n'avaient ni outils numériques, ni connexion, ou alors avaient des matériels qui étaient assez désuets. Et d'ailleurs, il y a des chiffres clairs, très parlants. Vous avez 24,30% des parents d'origine modeste qui jugent leur équipement à la maison et leur accès à Internet insuffisant, contre 17% des familles les plus aisées. Et vous avez aussi un autre chiffre très parlant, 45% des classes supérieures se sentent tout à fait à l'aise et capables de répondre aux exigences techniques numériques de l'école à la maison, contre seulement 31% des classes populaires. Et donc, dans le cadre de la lutte, je dirais, contre cette fracture numérique et aussi de l'électronisme. Il faut aussi parler de l'électronisme parce que beaucoup de parents ou de jeunes, contrairement à ce qu'on s'imagine que tous les jeunes sont très doués des outils numériques, eh bien, dans certains quartiers, dans certaines familles, il y a de l'électronisme à la fois chez les parents et même chez les plus jeunes. Et donc, dans le plan de relance, nous avons travaillé en faveur de l'inclusion numérique et l'État s'est engagé justement à mobiliser des fonds,
près de 200 millions d'euros qui ont été budgétés pour déployer des conseillers numériques sur tout le territoire français et surtout aller vers les plus éloignés, avec les outils numériques, les aider à créer un CV, à suivre la scolarité de leurs enfants, à maîtriser les données les plus basiques sur les outils du numérique. Et spécifiquement pour la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements les plus sinistrés, il y a un déploiement de 80 conseillers numériques dont l'objectif est d'aider justement cette population éloignée à l'appropriation des nouveaux outils du numérique et lutter ainsi contre la fracture numérique dans les quartiers prioritaires et aussi lutter contre l'électronisme. Et dernièrement, il y a eu aussi un fonds de 15 millions d'euros qui a été aussi budgété par l'État pour renforcer la continuité éducative dans les quartiers QPV, comme on dit, dans les quartiers de la politique de la ville. Donc la continuité éducative à travers cette dotation permettra de progressivement justement habituer tout le monde à l'utilisation des outils numériques. Il y a eu des tablettes distribuées dans certains quartiers aux élèves. Parfois, il n'y a pas de connectivité du tout, donc il y a eu des clés 5G qui ont été également distribuées. Voilà, grosso modo, un peu les quelques dispositifs qui ont été mis en place pour permettre de lutter contre cette fracture numérique et de rétablir un peu ces inégalités qui se sont exacerbées pendant cette période de crise. Patrice, merci beaucoup pour cette tribune. Je vous propose de passer aux questions qui vont lancer justement notre débat sur notre thématique d'aujourd'hui. Alors, je vous retrouve pour répondre à cette question qu'on a commencé à aborder au sein de vos infrastructures, que ça soit Christine pour l'école des mines, Télécom, que ça soit pour Azouz au niveau de Digifab ou Patrice à l'Assemblée nationale. Donc, je vous redonne la question. La fracture numérique est le premier frein à l'enseignement à distance. Qu'existe-t-il aujourd'hui pour combler cette fracture numérique? Je vais laisser la parole à Christine. Votre micro. La fracture numérique, c'est un très vieux sujet. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans le domaine du numérique. Ça fait 30 ans que je me bats contre la fracture numérique. La fracture numérique, c'est un terme des années 90. Et dans les années, pour juste que les interlocuteurs comprennent bien un peu l'historique du numérique, en particulier en France, ça a démarré dans les années 90 avec très peu d'équipements. Même jusqu'en 2007, il y avait très peu de foyers qui étaient équipés d'un ordinateur. Et ensuite, donc, il y a eu beaucoup plus de développement, à la fois de l'équipement et puis de l'accès, à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Mais la fracture numérique, dans ces années 90 et début des années 2000, c'était essentiellement l'accès à l'Internet, c'est-à-dire il y avait beaucoup de zones en France non connectées. Et ensuite, l'accès à l'équipement qui coûte quand même cher, un ordinateur c'est cher, un téléphone c'est de plus en plus cher, et donc ce coût était aussi une barrière pour un certain nombre de foyers modestes pour accéder donc au numérique. Donc ça a été ce sujet, la fracture numérique, pendant de nombreuses années. Ce qui est encore dramatique, c'est que ce sujet de l'équipement, c'est encore un sujet en 2021. Je crois que ce qui est moins un sujet, c'est la question de l'accès à l'Internet en France. Maintenant, on a des réseaux, alors qu'ils ne sont pas tous au même niveau de débit. Quelquefois, on a la fibre, on a le très haut débit. Quelquefois, on est moins bien connecté, mais quand même, globalement, on a plutôt des très bonnes infrastructures en France. Il faut absolument travailler cette question de l'équipement, soutenir par des actions là, territoriales, locales, voire gouvernementales, eh bien, pour favoriser l'équipement de foyers modestes qui ne peuvent pas se payer cet équipement. Alors, c'est fait
par certaines régions pour l'équipement des lycées, c'est fait par certains départements pour les collèges. Hein. La métropole aussi d'Île-de-France eh bien, propose aussi, il y a quand même des chèques qui sont proposés aujourd'hui pour tout ça, mais c'est largement quand même insuffisant pour l'équipement. Ensuite, la question aujourd'hui, donc ça n'est plus l'accès à l'Internet et l'équipement, c'est la question des usages. Et donc, c'est ce que monsieur le député mentionnait tout à l'heure. Le gros problème aujourd'hui de ce qu'on appelle la fracture numérique actuelle, hein, c'est la question que j'appelle d'un terme un peu, entre guillemets, pompeux, mais qui veut vraiment dire ce que ça veut dire, de littératie numérique. Alors, ce sujet, moi, j'ai créé en France le premier think tank sur cette question en 2005 qui s'appelle Renaissance numérique. C'est un think tank qui existe toujours. Ensuite, au Conseil national du numérique, on a fait une recommandation au gouvernement au travers d'un rapport qui s'appelle Inclusion numérique. Il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions. En fait, comment on peut faire pour lutter contre cette hétérogénéité des usages? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un ordinateur, qu'on a un téléphone portable et qu'on a une connexion qu'on sait l'utiliser, et on sait bien qu'il y a des disparités énormes, que les parents, dans certains cas, ne peuvent pas aider les enfants. Et par exemple, dans le cas de l'éducation à distance dont on parlait tout à l'heure, l'idéal, mais on n'a pas eu le temps, mais l'idéal, ça aurait été d'avoir une petite période de formation des élèves, des parents, à ces outils numériques avant de démarrer complètement, évidemment, le passage à distance. Donc, comment faire? Comment faire pour essayer de former les Français qui ne le sont pas à des usages du numérique? Alors, je rappelle quand même que les usages du numérique sont multiples. Hein. Aujourd'hui, c'est l'accès à l'éducation, voilà, contraint par le Covid. C'est l'accès aussi à certains je dirais, rendez-vous de santé. Hein, essayer d'avoir un rendez-vous pour vous faire vacciner, eh bien, sans passer par l'Internet, c'est compliqué, même si on peut le faire par téléphone. C'est aussi, bien sûr, accès à un certain nombre de papiers, puisque les services publics ont quand même mis aujourd'hui à distance un certain nombre de services, et c'est très bien pour accéder à des actes de naissance, à des actes de mariage, etc. C'est aussi une manière de payer ses impôts. Donc, de plus en plus, évidemment, et c'est très bien, les États développent des services numériques, mais il faut en même temps que les usages suivent. Donc, quelques pistes d'action. Je crois que l'une des pistes, alors qu'on a mis dans tous les rapports et qui, évidemment, est importante et se développe, hein, malgré tout, mais pas suffisamment. Moi, je suis effarée qu'on parle de ce sujet depuis 30 ans, c'est la question des médiateurs. Voilà, il faut des médiateurs à un moment donné, des lieux de médiation où les gens peuvent aller gratuitement pour effectivement se former à ces outils numériques et à ces usages numériques. Donc ça, il faut des médiateurs évidemment par territoire, il faut des espaces de formation. Donc, il y en a de plus en plus. Je crois qu'il y a une opportunité aujourd'hui avec aussi les comptes professionnels de formation. Il faut savoir que on peut, tout au long de la vie aujourd'hui, et c'est l'un des programmes qui a été mis en place récemment par le gouvernement, on peut se former, donc on peut se former aussi au numérique avec des programmes qui sont certifiants et qui valident un certain nombre de compétences, quel que soit le métier qu'on fait. Donc, je pense que là, il y a une opportunité vraiment pour commencer à se former au numérique ou approfondir ses connaissances dans le numérique. Et puis, je dois dire aussi que l'intérêt du numérique, c'est qu'il y a tout un tas de choses tout à fait gratuites, accessibles. Simplement, il faut aller les chercher. Je parlais tout à l'heure de YouTube. On peut apprendre à jouer de la guitare sur YouTube, comme on peut apprendre, je dirais, à faire un tableau Excel ou comme on peut faire, je dirais, un texte ou rédiger un CV. On peut tout à fait regarder une vidéo sur YouTube avec juste son téléphone à côté et essayer de reproduire ce que nous dit YouTube directement. Ça nous coûte rien, enfin, il faut être équipé, mais je veux dire, on peut tout à fait utiliser ça. Pour aller plus loin, il existe plein de formations à distance, c'est ce qu'on appelle les MOOC, d'un terme anglais. Et en France, on a une plateforme que je recommande à nos auditeurs
pour ceux qui sont un tout petit peu déjà connectés. Ça s'appelle FUN, F-U-N. C'est une plateforme de l'enseignement supérieur. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les formations gratuites que nous, des profs comme moi, mais plein de profs en France, ont mis gratuitement sur FUN, alors que dans tous les autres pays, c'est payant. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans le management, que ce soit un peu de codage, que ce soit de l'intelligence artificielle pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, que ce soit construire son CV, que ce soit s'ouvrir au métier du numérique, parce que je pense que le numérique est aussi une opportunité énorme en termes de potentiel d'emploi. Donc tout ça, c'est mobilisable, hein, c'est gratuit. Alors, et puis, justement, oui, si je peux voilà. me permettre de rebondir, excusez-moi, parce que je trépigne, je vois que ça trépigne pour pouvoir répondre à cette question, qu'existe-t-il aujourd'hui pour combler cette fracture numérique? Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu encore une fois, hein, sur une célèbre plateforme de vidéos, l'histoire d'un champion de javelot qui a appris le javelot sur YouTube. C'est extraordinaire. Donc, il est médaillé d'argent, je crois, il me semble, aux Jeux Olympiques, en s'étant formé exclusivement sur YouTube, en gros, pour la citer, pour pas citer cette célèbre plateforme, au javelot. C'est extraordinaire. Donc, les outils, on voit bien qu'ils arrivent aujourd'hui à changer totalement la manière dont on apprend. Et justement, pour ça, je vais donner la parole justement à Azouz pour rebondir sur ce sujet des outils pour lutter contre cette fracture numérique. Ouais. En fait, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Christelle par rapport au fait que c'est vrai qu'en France, on a eu un problème de matériel et puis une différence notoire, hein, entre les quartiers prioritaires, les familles de classe moyenne et les familles de classe aisée qui ont les moyens de pouvoir s'offrir des tablettes. Moi, j'aimerais dire qu'à un certain moment, il faudrait peut-être qu'on s'inspire de ce que font les autres. On sait qu'il y a un classement qui existe, hein, parmi les pays en Europe ou même mondial, hein, sur les qualités pédagogiques dans les collèges et dans les lycées. Et puis on sait notamment dans les pays nordiques, par exemple, comme la Norvège ou le Danemark, ils sont reconnus pour avoir les meilleures conditions d'enseignement virtuel, alors qu'ils ont une connexion Internet qui est moins bonne que la nôtre actuellement. Et ça, je pense que ça s'explique par deux choses. Leur maîtrise des TIS, les technologies de l'information et des communications, parce qu'il faut savoir que depuis la fin des années 80, la Norvège a fait en sorte d'intégrer les TIS à tous les niveaux de l'enseignement à travers des investissements financiers importants qui sont confiés aussi bien aux équipements matériels, mais également à la formation des enseignants des niveaux primaires, secondaires et universitaires. Et puis une deuxième chose, c'est qu'ils ont un niveau d'anglais qui est très bon par rapport au nôtre. Ça, c'est un fait. Nous, les Français, on a un problème avec l'anglais, on a un décalage, c'est clair. Et le fait d'avoir cette facilité avec l'anglais, bah, ça leur donne accès à beaucoup plus de ressources, ça leur permet de pouvoir s'ouvrir à d'autres cursus de formation au niveau international. Et puis l'informatique et l'anglais, c'est lié, c'est indéniable. Ceux qui ont des facilités en anglais ont également des facilités en codage parce que les langages de programmation sont en anglais. Donc quoi qu'il en soit, le retard en France, il est là, mais il y a quand même beaucoup d'améliorations qui sont à noter, hein, qui sont à mettre en avant, comme par exemple la facilité du CPF qui a été mis en place par le président, avec une facilité pour les salariés, les demandeurs d'emploi de pouvoir suivre des formations plus facilement, parce qu'avant c'était un schéma qui était assez complexe au niveau administratif. Et puis la création aussi de plusieurs appels à projets, dont celui de la Grande École du numérique, qui a permis de booster la création d'organismes de formation comme les nôtres et de toucher beaucoup de jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires. Et donc, pour finir, je dirais que les connexions à haut débit, comme la fibre optique qui tend à se généraliser et diminuer ce qu'on appelle les zones blanches à faible débit, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore des zones en France qu'on appelle des zones blanches. Et je pense que la plupart des personnes qui sont en télétravail actuellement, qui habitent dans les petites campagnes et qui sont dans ces zones blanches, se rendent bien compte de ces difficultés. Alors justement, par rapport à ces difficultés, nos élus de terrain, ils sont au quotidien justement sur ces difficultés. Et Patrice, j'aimerais justement vous donner la parole sur le sujet. Très bien. J'abonde dans ce qui a été dit par Christine et puis Azouz. Et effectivement, aujourd'hui, on peut
au vu de l'expérience, au regard de l'expérience que nous avons vécue depuis le début de la crise sanitaire, permettre à ce que le plus grand nombre puisse accéder à l'utilisation des outils du numérique et pouvoir s'approprier ces différents outils. Tout ce qui a été dit va dans le sens de ce que je porte aussi, et j'irai aussi un peu plus loin en rajoutant que il faut effectivement tous ces moyens, à savoir les formations pour les personnes éloignées du numérique, les personnes qui sont en zone blanche ou qui n'ont pas de connexion doivent pouvoir accéder par les installations qui vont être faites. Mais je crois aussi qu'il y a là, et ça c'est Christine qui l'a dit, qu'il y a là un moyen, un canal de formation, mais aussi de création d'emplois. Et c'est là, sur ce point, que j'aimerais insister, parce que comme tu l'avais annoncé dès le début de l'émission, Nourdine, je porte un projet sur le numérique. Et ce projet, c'est vraiment mettre ensemble des acteurs du numérique, des entreprises, des porteurs de projets, de sorte à créer un certain écosystème du numérique et des nouvelles technologies en Seine-Saint-Denis et aussi dans d'autres départements pour à la fois l'employabilité, pour à la fois la formation et l'employabilité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises installées en Seine-Saint-Denis ou ailleurs ont la possibilité, à travers des stages de formation, à travers des stages formés à l'utilisation de certains outils et aussi des structures comme Digifab qui peuvent justement aider à la formation dans les métiers du numérique, partant du codage jusqu'à l'intelligence artificielle et autres. On a la chance d'avoir en France un budget de l'éducation destinée à la formation, destinée à l'apprentissage. Et c'est le lieu, je crois, dans cette période de relance économique, de pouvoir permettre à ce que des jeunes qui veulent se former au métier du numérique puissent bénéficier justement de ce budget de formation et d'apprentissage pour pouvoir leur donner une qualification et leur permettre d'accéder à un emploi, sachant que les emplois de demain sont des emplois qui ne contourneront pas le numérique. Le numérique aujourd'hui est le centre de gravité, je dirais, de toute activité, qu'elle soit commerciale, associative, peu importe, le numérique aujourd'hui est incontournable. Et je crois aussi que dans les établissements scolaires, on devrait déjà, peut-être à partir du primaire, pourquoi pas, commencer à habituer les élèves à l'utilisation des outils du numérique, les former pour ceux qui le souhaitent à des spécialités du numérique au collège, au lycée, et que cela devienne en fait un langage courant lorsqu'on apprend à lire et à écrire et à compter, qu'on sache utiliser aussi les outils du numérique. Je pense que à travers toutes ces différentes briques mises ensemble, on pourra effectivement enrayer la fracture numérique et l'électronisme sur notre territoire. Alors, justement, on a parlé de beaucoup d'outils. On a parlé de beaucoup d'outils tout à l'heure, que ce soit les MOOC, que ce soit l'utilisation, par exemple, du Drive ou des outils numériques pour pouvoir échanger plus simplement. Et là, on en vient, grâce à ça, à notre deuxième grande question, qui est: pensez-vous que la crise sanitaire a été une opportunité pour développer l'enseignement par les outils numériques? Est-ce que cette crise Covid nous a permis d'accélérer justement cette transition entre une formation qui était majoritairement physique à maintenant peut-être quelque chose qui va être hybride entre du physique et du présentiel et du virtuel? Je laisse la parole à Christine justement sur ce sujet. Votre micro. La réponse est oui, bien sûr. On a transformé l'enseignement très clairement. En tout cas,
on a été obligé de le faire et ça va rester. Il est clair que nous, par exemple, on va garder certains enseignements qui ne demandent pas, par exemple, l'écriture d'équations en mathématiques, en physique, en économie. C'est un peu plus compliqué de garder tout à distance. Il faut trouver d'autres modes de présentation des équations, mais beaucoup de cours risquent de se maintenir à distance et on va passer à un enseignement hybride. Et cet enseignement, il peut être d'autant plus intéressant au niveau pédagogique qu'on repense, comme je le disais tout à l'heure, le mode pédagogique avec, par exemple, des classes inversées. Moi, je réalise que finalement, une classe inversée, quand je mesure la manière dont les étudiants ont appris un certain nombre de concepts, je mesure que c'est très efficace par rapport à un cours que je faisais dans un amphi avant. Donc, évidemment, on va se retrouver en présentiel pour faire des exercices, pour travailler des points précis. Le reste, eh bien, les étudiants pourront le travailler directement avec des accès à des contenus sur Internet. Et donc, me semble-t-il qu'on pourra améliorer de manière très forte la pédagogie. Alors, ceci étant dit, je voulais quand même revenir sur un certain nombre de limites de cet enseignement à distance. C'est-à-dire qu'on le sait et on le voit bien en faisant des réunions sur Zoom, Teams, etc. Je n'aime pas trop citer toutes ces plateformes parce qu'en fait, on n'est que sur des plateformes américaines. Hein. On parle que de Drive, de YouTube, et je pense qu'aussi l'une des manières de penser le futur, il faut qu'on pense des outils de plus en plus européens et de plus en plus français. Ceci étant, les outils que l'on utilise majoritairement aujourd'hui, ce sont des outils très fatigants. On voit bien que lorsqu'on fait toute une journée sur une plateforme en vidéoconférence, et je pense à nos étudiants qui sont de 8 heures le matin, parfois jusqu'à 19 heures le soir sur ces plateformes et qui enchaînent des cours, et je crois que Mehdi qui est dans le chat nous en parle, de temps en temps, c'est crevant, et les étudiants, ils sont tout seuls chez eux dans la plupart du temps. Donc, il faut le savoir aujourd'hui, en raison de cet enseignement à distance, un mal-être qui s'est développé chez les jeunes important, qui s'est développé dans la population en général, hein, bien sûr, on a tous subi ça, mais en particulier chez des jeunes et en particulier chez des jeunes qui vivent dans des conditions plus difficiles, dans des petits appartements, dans des petites structures ou avec plein d'autres gens autour. Et donc, comme le disait le député, monsieur le député, eh bien, ça quand même augmente très fortement les inégalités. Et donc, il faut absolument lutter, trouver un moyen de lutter contre ces fatigues, ce stress, etc. Je pense que c'est très important. Dernier point que je me permets d'ajouter, si j'ai encore quelques secondes, c'est l'impact environnemental. On a tous ces vidéos là en face. Alors, c'est évidemment beaucoup plus sympa de se voir et je pense que pour nos auditeurs, c'est beaucoup plus sympa qu'ils nous voient. Ceci étant, on fait tous les jours, partout, des vidéos à distance. C'est très consommateur d'énergie et c'est pas très bon pour la planète. Et donc, il faut qu'on réfléchisse sur ces enjeux-là en termes d'éducation à distance. Il y a des moyens, à un moment donné, de mettre la vidéo, à un moment donné, peut-être de la supprimer. En tout cas, d'envoyer des mails, pas à 50 personnes avec des pièces jointes, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir en termes d'impact environnemental quand on voit que Joe Biden a annoncé aujourd'hui qu'il réduisait de 50% d'ici, je crois, 2035, l'impact carbone des États-Unis. Voilà, il va falloir que nous, dans l'Europe, on modifie aussi nos comportements. Alors évidemment, il n'y a pas que nos comportements numériques, mais ça en fait partie de nos comportements numériques pour contribuer aussi à la préservation de la planète. Je crois que c'est très important. Et dernier point, effectivement, moi j'ai beaucoup participé historiquement à la défense de l'apprentissage du code dès le plus jeune âge à l'école. J'ai fait beaucoup de rapports et j'ai beaucoup contribué à ce sujet. Il faut savoir que maintenant, il y a côté professeur au niveau du secondaire un concours pour être professeur d'informatique dans les lycées et les collèges, pour avoir le CAPES. Donc tout ça, c'est nouveau, c'est en train de se faire, mais je pense qu'il faut encore plus au niveau de l'éducation nationale, eh bien, développer, c'est déjà un peu le cas, mais c'est pas suffisant, développer les apprentissages dès le plus jeune âge pour les futures générations.
Ben merci Christine. C'est dense à chaque fois. Donc, merci de cette expérience parce que vous avez quand même, on le voit, hein, vous êtes passé vraiment avec la création même des think tanks et de grandes structures sur la réflexion du numérique. Ça nous donne un vrai éclairage. Et Azouz, justement, est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre avis sur la question de cette opportunité du numérique pour développer l'enseignement? Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec Christine hein, sur le fait que, ben, tout à fait, cette malédiction qu'on subit actuellement, ben, il y a un bien quand même. Ce bien, c'est que ça nous a permis de nous rendre compte que d'un retard assez criant sur les techniques et les outils d'enseignement à distance. Il est vrai qu'il existe hein, au niveau du premier degré essentiellement et également au second degré les mises en place des pédagogies inversées, ce qu'on appelle les pédagogies inversées, qui sont mises en place une fois de plus par les enseignants qui maîtrisent cette technique. Donc, on revient toujours sur le problème de la formation des enseignants, parce que certains la mettent en place car ils la maîtrisent, ils ont été formés à ça, mais d'autres ne la mettent pas en place parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc, c'est clair et net que la base, ça reste quand même l'école. Ça reste quand même l'école. Pourquoi? Parce que c'est nos futurs adultes hein, qui acquièrent des compétences de base en informatique actuellement, que ce soit le codage ou que ce soit savoir utiliser une tablette et dissocier une tablette d'un jeu et puis des réseaux sociaux, faire en sorte de comprendre qu'avec une tablette, c'est également un outil de travail, c'est pas uniquement un outil de distraction. Et c'est ce qui est mis en place aussi hein, dans les collèges. Même au primaire, on a Oui, tout à fait. Ouais. des enseignements avec des tablettes. Et ça, c'est une très bonne chose. Même si moi, en tant que papa, en tant que parent, hein, je suis un peu réticent hein, sur le fait que mettre une tablette entre les mains d'un enfant, ben, c'est à double tranchant parce qu'il y a un niveau de maîtrise de l'utilisation et parfois il y a des dérapages. À Mais partir de 7 ans, c'est ça? à partir de 7 ans, tout à fait, ouais. Et donc, c'est à nous aussi, parents, de faire ce travail à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours des craintes hein, quand on a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est innovant. Mais je pense qu'au fur et à mesure, à force avec de l'expérience et puis de la maîtrise de l'usage, eh ben, on sait mieux cadrer les choses et puis on se rendra compte que plus tard, ça portera ses fruits. Mais une chose aussi que je voulais souligner, Oui. parce que moi, je suis également papa et puis j'ai pu me rendre compte hein, des difficultés lors du premier confinement, lorsqu'on a fait l'école à la maison. C'est vraiment, remercier fortement les enseignants parce qu'on s'est rendu compte vraiment que l'enseignement à distance, ben, c'était difficile. L'enseignement déjà physiquement auprès de nos enfants, c'était très difficile. Donc, mettre en place des outils pour former les enfants à distance avec des visios, etc., pour des enseignants qui ne l'ont pas forcément utilisé, qui ne sont pas forcément à l'aise, ben, moi je dis chapeau. Chapeau quand même pour ces enseignants qui ont fait un travail considérable. Mais je pense que les enseignants, maintenant, ils se rendent compte aussi de certaines lacunes qu'ils doivent combler. Parce que j'espère qu'il n'y aura pas un troisième confinement. On en est au deuxième, j'espère qu'il n'y en aura pas un troisième. Mais l'objectif, c'est d'être préparé pour plus tard et puis de se dire que ben, on est tout à fait capable de faire de la formation mixte, c'est-à-dire de la formation en ligne, utiliser des supports numériques efficacement et également faire du présentiel efficace. Voilà. Je peux aussi faire une petite remarque. On a parlé de Pronote tout à l'heure et puis d'école directe. Là aussi, je pense qu'il y a quand même un travail à, à améliorer. Pourquoi? Parce que Pronote et école directe, moi, je suis un utilisateur de ces outils en tant que parent. Et en tant qu'informaticien, moi, j'estime que c'est pas encore assez ludique. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de parents qui éprouvent des difficultés à utiliser ces outils-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Parce que si on veut que les enseignants, les parents et que tout le monde mette la main et accepte d'utiliser au 100% numérique, eh ben, il faut faire un travail considérable sur l'aspect ludique de ces outils-là. Alors justement, je vais donner la parole rapidement pour clôturer à Patrice sur cette question-là de l'opportunité pour développer l'enseignement. Puis on va passer à la partie des questions parce que le chat est en feu. Donc il y a beaucoup de questions. Donc on va essayer de répondre à au moins une question puisqu'on arrive déjà à l'heure d'émission. Patrice, sur justement l'opportunité de l'enseignement par le numérique. Ben, je dirais absolument, le numérique est une opportunité réelle pour amplifier la place du numérique dans l'enseignement au quotidien, dans la vie sociale, culturelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, le numérique a effectivement boosté
beaucoup de choses qui l'étaient moins avant. Et c'est ce que Christine disait aussi en disant qu'effectivement, cela a permis de donner plus de visibilité aussi, de changer de manière de travailler pour certains. Je dirais aussi que l'accès au numérique est une arme majeure contre l'inégalité des chances, pour plutôt asseoir l'égalité des chances. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut accéder à travers des MOOC, à travers des outils, à des enseignements, à des formations à distance, alors que avant cette effervescence du numérique, on pouvait se demander comment trouver telle formation et plutôt se refermer sur soi. Et donc, le numérique a cet avantage d'ouvrir le monde à tous les utilisateurs de ces outils, et on peut affirmer que effectivement c'est une opportunité réelle pour notre société. Par contre, il faut aussi faire attention, et Christine l'a si bien souligné, que ces outils nous ont quelque peu aussi désocialisés. Et moi, personnellement, je peux le dire que pendant toute la période où nous faisons nos séances, nos échanges par visio, à un moment donné, il y a une lassitude et on sent vraiment que la communication est désincarnée. Elle devient presque comme des robots. On est fatigué très vite et on sent le besoin de ce lien social qui est un peu effacé par le numérique. Et donc, c'est quelque chose auquel nous devrions tous faire attention pour que l'utilisation poussée du numérique ne crée pas une société isolée, des individus isolés, une société en dépression ou en difficulté de concentration. Toutefois, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale montre l'efficacité du numérique. Le numérique éprouve 67% des élèves trouvent les cours plus intéressants grâce aux outils du numérique, et 57% des élèves se sentent plus concentrés, et aussi parce que cela a un côté ludique qui leur permet d'apprendre sans difficulté, sans lourdeur. Et enfin, le numérique peut faire aussi émerger de nouvelles modalités d'évaluation des élèves, peut faire émerger de nouvelles méthodes d'apprentissage et aussi un meilleur suivi du parcours des élèves. Et je crois effectivement que il faut trouver le juste équilibre dans l'utilisation des outils du numérique qui aujourd'hui sont indispensables à toute activité dans notre société du 21e siècle. Alors Patrice, merci. Vous voyez, on a déjà atteint l'heure d'émission. Vous voyez, ça va très très vite. Donc ce que je vous propose, je vous remercie pour ce débat qui a été assez vif et en tout cas complet, parce que je pense que vous avez quand même, par vos expériences, cité beaucoup d'outils et d'expériences qui vont permettre peut-être à certains de s'en inspirer ou d'avoir les informations nécessaires. J'ai vu que sur le chat, ça a même partagé des liens. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre juste malheureusement qu'une seule question au lieu de 3 prévues, et on va y répondre rapidement si vous le voulez bien. Alors voilà, vous allez la voir s'afficher. Donc c'est Lydia Sidoum qui nous dit « Bonsoir à tous. Ma question est la suivante. Pensez-vous que les mesures prises pour lutter contre les inégalités d'accès aux outils du numérique, notamment au sein des établissements d'études supérieures, sont-elles assez efficientes ?» Alors, c'est une question qui peut donner une réponse assez longue, mais on parle d'efficience. Donc, ce que je vous propose, Christine, je vais vous laisser la parole. Vous êtes, donc, je rappelle, à l'école des mines télécom. Le micro.
question, Lydia. Moi, je dirais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Voilà, les universités bougent, les écoles bougent quasiment toutes. Il y a encore évidemment du travail à faire. Moi, je voudrais juste citer peut-être trois initiatives. La première que je voulais citer tout à l'heure, c'est tout un tas de formations qui sont regroupées aujourd'hui autour de ce qu'on appelle la grande école du numérique. C'est un projet auquel on a participé au Conseil national du numérique quand j'y étais. Il date de 2015. Cette grande école a été lancée en 2015 et donc ça regroupe plein de labels, plein de formations qui donnent des labels pour rentrer dans le numérique. La deuxième chose, c'est que sur les inégalités, c'est souvent aussi des inégalités d'équipement. On en a parlé tout à l'heure. Et les inégalités d'équipement, il y a aussi une solution que je veux signaler ici, ce sont des ordinateurs reconditionnés. Il y a toute une filière de reconditionnement d'ordinateurs en France. Ces ordinateurs en plus sont reconditionnés dans des endroits et des entreprises qui font de la réinsertion sociale de gens qui présentent du handicap, voire qui sortent de prison. Donc c'est doublement vertueux. Et j'invite donc tous ceux qui ne peuvent pas se payer un ordinateur à essayer de trouver un ordinateur reconditionné. On sait qu'un ordinateur peut avoir 3-4 vies aujourd'hui pour les usages qu'on en fait. Donc vraiment, je suggère à ceux qui ne peuvent pas accéder à des ordinateurs puissants d'utiliser ces ordi qui sont très très bien pour suivre des cours. Et donc ensuite, les inégalités d'accès de formation, eh bien, il faut quand même dire que chaque université, chaque école quand même a des formations pour réduire ces inégalités en termes d'accès aux outils numériques. Et c'est de plus en plus le cas avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure qui est gratuit, je le redis. FAN, en particulier, la plateforme FUN peut permettre de réduire beaucoup d'inégalités au numérique avec plein de formations qui sont entièrement gratuites. Alors, merci Christine pour cette réponse. Et peut-être Azouz, assez rapidement, comme ça, vous, est-ce que vous êtes Digifab, une plateforme, une structure, est-ce que vous avez organisé pour être efficient, pas efficace, mais efficient du coup, par rapport à cette fracture numérique? Nous, forcément, on s'est adapté parce que jusqu'à présent, on faisait que de la formation en présentiel. Et donc, par la force des choses, on a développé une plateforme LMS, une plateforme de formation en ligne qui nous permet de former nos stagiaires lorsqu'ils sont confinés à la maison, mais également de pouvoir aussi développer notre activité afin de toucher plus de jeunes au niveau national. Donc, on s'est adapté. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire que c'était un bien parce que c'était un objectif dans le développement de notre activité. Donc, c'est pour ça que finalement, c'était une opportunité qu'on a saisie et puis qui nous a permis de se mettre à jour, j'ai envie de dire, parce que tous les organismes de formation vont arriver à ce schéma-là, à proposer quelque chose en présentiel et également une solution en ligne avec soit des systèmes en auto-formation ou sinon des systèmes de mentorat. On a par exemple, comme exemple, Open Classroom qui marche assez bien en France, qui sort un peu du lot des organismes de formation et qui propose un service de formation avec un système de mentorat qui permet d'accompagner les stagiaires de manière assez efficace. Voilà. Merci Azouz. Et peut-être Patrice, parce que j'ai l'impression que, Patrice, vous pouvez répondre très simplement aux 3 questions qui ont été justement posées et qu'on a fait passer lors de l'émission. Très bien, je vais essayer de répondre rapidement aux 3 questions en une réponse. Il y a Honoré Aibinoa qui souhaitait savoir comment est-ce que nous pouvons aider des associations qui œuvrent pour l'inclusion numérique. Et comme je l'avais annoncé dans mon propos liminaire, il y a une dotation qui a été donnée par l'État pour aider justement les associations de proximité qui œuvrent chaque jour au plus près des citoyens les plus isolés pour les accompagner. Alors, ces demandes se font aux préfectures, sont destinées aux préfectures, la préfecture de votre résidence ou de la préfecture de résidence de l'association pour demander justement une aide
au financement de l'activité de l'association. Donc, renseignez-vous auprès de vos préfectures dans le cadre de l'accompagnement des associations qui œuvrent pour l'inclusion numérique et notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Il y a également Mehdi qui souhaitait savoir où est-ce qu'il pourrait se former. Je dirais déjà, il y a Digifab, il y a Azouz qui est avec nous, qui est un formateur au métier du numérique et nous pourrons communiquer après sur les réseaux sociaux les liens pour pouvoir rentrer en contact avec Digifab. Vous pouvez également trouver des offres de formation, même au travers de Pôle emploi ou au travers des structures sociales de vos quartiers ou de vos villes. Vous avez la garantie jeune qui aussi permet d'accéder à certaines formations et vous pouvez en trouver également sur Internet pour ensuite vous adresser à ces organismes-là. Et puis une dernière question qui était celle de Meissalo qui souhaitait savoir si il n'est pas urgent aujourd'hui de revoir les programmes au vu de l'effervescence. Et je dirais oui, la formation aujourd'hui doit aussi tenir compte du numérique, doit s'adapter au numérique et effectivement les 4 piliers, je dirais, de la formation pédagogique via le numérique doivent passer par la formation des enseignants, une condition essentielle à cette transformation du numérique. Aussi que les ressources pédagogiques doivent être adaptées aux usages du numérique. Des équipements individuels mobiles doivent pouvoir être à la disposition de chaque apprenant et l'innovation permet effectivement d'évaluer, de développer et de diffuser l'enseignement de façon plus efficiente. Donc voilà, pour faire très court les réponses et on peut continuer sur les réseaux sociaux après à recevoir des questions et nous vous répondrons. Exactement, et je crois qu'on est presque à la fin de l'émission. Justement, il me reste à vous remercier, donc Christine, Azouz, Patrice, pour cette première émission qui nous a amené sur la thématique du numérique et de l'enseignement. Et quelle thématique, hein, parce que pour le coup, on a envie de encore plus en parler, puisque ça a été vraiment un enjeu, ça a été un débat tout au long de cette crise sanitaire. Et je vous remercie encore une fois d'avoir justement participer à cette émission. Je vais remercier aussi l'ensemble des équipes de Ludic Prod qui ont fait en sorte que vous ayez un peu ce beau petit cocon là qui nous a permis de développer toute notre émission. Et bien sûr, les équipes du député Patrice Anato, Mathilde, entre autres, qui est derrière et qui vous répond sur le chat. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre émission sur nos réseaux sociaux et bientôt en podcast. Bonne soirée. Merci Nourdine. À très vite. Merci Christine. Merci Azouz. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.